Salut à tous les astrophiles et les astroamateurs. On va faire comme d'habitude une petite interprétation de la nouvelle lune. Les interprétations sont toujours improvisées de A à Z sans montage, donc voilà. Je le précise parce que s'il y a des longueurs, c'est parce que je coupe rien. J'ai pas le moyen technique de faire ça. Donc voilà, c'est pris tel que. Donc je vais vous parler de cette nouvelle lune en Taureau, qui a lieu donc le 16 mai 2026. Donc ceci est enregistré donc le 11. Et donc on va... Donc c'est une conjonction qui a lieu sur 25-58, presque 26 degrés du Taureau, donc vraiment à la fin du Taureau, et qui pour le thème de Paris est trigone au milieu du ciel qui est en Vierge. La fin de la Vierge étant très très reliée à la République française, puisque la première République française est née vraiment au dernier degré de la Vierge. Ce qui fait de notre pays un pays très très lié à la Vierge, au signe de la Vierge, ce qui se reconnaît dans beaucoup de caractères français, le côté un peu tatillon, un peu râleur, le côté aussi assez intellectuel, quelquefois pontifiant, mais bon, voilà, c'est la Vierge. Il y a des qualités intellectuelles, des qualités au niveau des études, au niveau de tout ça. C'est un pays voilà, qui aime la connaissance, on va dire en général, qui aime la parole aussi, mais qui pêche par le côté craintif, le côté qui n'ose pas toujours se lancer, et le côté bureaucratique qui nous rapproche du pays des soviets, l'ex-pays des soviets, voilà, ou de l'Inde aussi, qui est un peu comme ça, où l'administration et la bureaucratie prennent une énorme place et gouvernent parfois à la place des politiciens qui ont été choisis pour gouverner. Donc, alors qu'est-ce qu'on remarque sur ce thème? On remarque que cette nouvelle lune est encadrée par Mercure, fin Taureau, et Cérès qui est fin Taureau aussi. C'est les deux planètes de l'intellect, de l'intelligence, donc les deux planètes aussi de la Vierge. Donc il semble qu'il va y avoir dans ce mois-ci, il va y avoir beaucoup de réflexions à avoir sur qu'est-ce qu'on devient au niveau concret, puisque alors le Taureau peut être un signe qui marque l'économie également, mais ça marque aussi l'agriculture, ça marque... En ce moment, il y a une tendance générale du macronisme finissant à essayer de tuer complètement la bio, l'agriculture paysanne, pour n'écouter que la FNSEA et les industries agrochimiques. Et il y a quelques scandales comme celui du cadmium qui vient du Maroc, là, qui empoisonne toutes les cultures, et que on se retrouve avec une dose de cadmium dans l'assiette qui est énorme, sauf si on mange bio, mais même en bio il y a certaines choses contenant du cadmium qui sont utilisées aussi. Bref, on a un énorme problème à se faire au niveau de la capacité du pays à se nourrir. Et pendant ce temps-là, nos gouvernants font des accords comme le Mercosur, vont acheter des produits alimentaires dans des pays où les normes écologiques et sanitaires sont largement insuffisantes. Et donc les produits se vendent beaucoup moins cher sur notre marché, ce qui a pour but de tuer complètement nos propres paysans, nos propres agriculteurs, qui eux sont censés respecter ces interdits de certains produits chimiques. Donc on marche complètement sur la tête. Le tout néolibéral fait que tout doit être ouvert pour le marché, et comme le marché est totalement immoral et anti-écologique, on va grâce à cette riche idée de Macron, là, de son projet, comme il disait, on va tout droit dans le mur au niveau d'un pays qui est quand même, avec la Vierge et le Taureau aussi, qui est dans le signe de la France, un pays qui est très agricole. Voilà. Il n'est pas tellement industriel, certains le regrettent, mais il est très agricole, et bon, voilà, on est en train de détruire complètement tout ce qui pouvait faire une agriculture biologique, durable, tout ce qui correspond aux attentes écologiques du pays. Et voilà, cette question-là va sûrement être abordée ce mois-ci, puisque cette conjonction est dans la maison 6. La maison 6, c'est du travail, justement. En Taureau, ça peut être le travail agricole, comme je l'ai dit. Ça peut être aussi tout ce qui touche l'alimentation, tout ce qui touche la richesse et l'économie également, hein.
Donc bon, on peut penser au prix de l'essence à la pompe, le carburant, tout ça, qui est en train de devenir un sujet principal, peut-être à tort, parce que la vraie question à se poser, ça serait comment que ça se fait que chacun doive payer l'essence si, par exemple, les gens doivent aller bosser avec leur véhicule parce qu'ils habitent pas à côté de leur lieu de travail, ce qui est déjà une problématique et qui est liée à la manière dont on s'organise. Enfin, il y a plein de questions à se poser sur la manière dont on est organisé collectivement et qui se posent jamais, quoi. Ce qui fait que on essaye tout le temps de mettre des sparadraps sur les jambes de bois jusqu'au moment où ça craque vraiment complètement. Et là, la montée des prix à la pompe pose une première question, c'est pourquoi des gens qui sont obligés d'aller bosser avec leur bagnole, pourquoi leur essence n'est pas remboursée par la boîte. Alors ça poserait peut-être un problème, mais ça aurait l'avantage de que les patrons se préoccuperaient de savoir si les employés qui prennent n'habitent pas trop loin, ce qui permettrait déjà pour économiser eux-mêmes, ils feraient attention à ça comme critère, ce qui fait qu'on n'aurait pas des gens qui font 50 km par jour pour aller et revenir de leur boulot. Ce qui est une aberration écologique, évidemment. L'autre problème que ça pose, c'est que Total a fait des milliards de bénéfices ces dernières années. Il profite encore de la crise du pétrole, le détroit d'Ormuz, tout ça qui est bouché, tout ça. Lui, Total, il débouche le champagne quand le détroit d'Ormuz est bouché, parce que ça leur rapporte énormément. Et par contre, ils vont bloquer le prix à la pompe, ce qui est rien du tout, mais ils refusent de participer à l'effort national qui serait de se serrer la ceinture tous collectivement pour tenir le coup dans cette crise du pétrole, tous collectivement, sauf eux qui continuent à se gaver d'une manière éhontée sur le dos donc de tous les consommateurs. Donc il y a des questions à se poser sur l'organisation qu'a mise au point Macron, c'est-à-dire tout pour les plus riches, tout pour l'oligarchie, des bénéfices des ultra riches qui ont été multipliés par 2 dans les dernières années pendant que le nombre de gens qui sont à la rue ou qui sont amenés au chômage et à la pauvreté a été également multiplié par 2. Donc chercher l'erreur, ce sont des vases communicants qui communiquent plus, quoi. Je recommande d'écouter la dernière avec Monique Pinson-Charlot là que je mettrai comme lien sous l'audio, et qui parle bien de ce domaine des valeurs. Quelles sont les valeurs qu'on veut défendre dans notre pays, notre cher pays de France démocratique et agricole, quoi. Le côté République française, la Vierge, et puis le côté agricole, le taureau. Qu'est-ce qu'on veut défendre comme valeur, et en quoi les ultra riches ne sont pas du tout indexés sur ces valeurs. Bien au contraire, ils détruisent les valeurs de civilisation tout en prétendant en être les auteurs presque. Ils se font croire eux-mêmes que si c'était pas là, l'économie ne marcherait pas, alors que c'est exactement l'inverse. Ils vampirisent l'économie en se plaçant en tant que patron dans des rôles où leur salaire étant 3000 fois supérieur quelquefois à celui de leurs ouvriers. Ils s'imaginent que l'entreprise marche grâce à eux, alors qu'au contraire, elle est plombée par leur type de mentalité comme ça, avide et donc j'ai envie de dire complètement hors économie. Bien que ce soit des gens qui prétendent dans défendre l'économie, ils sont hors économie. La véritable économie, c'est qu'il faut que l'argent circule, pas qu'il soit thésaurisé comme ça. Donc voilà l'aspect qui saute aux yeux. L'ascendant est Sagittaire pour la France. Donc il faut regarder où est Jupiter, le maître d'ascendant. Jupiter est conjoint à Proserpine, toujours une conjonction qui commence à s'élargir, mais enfin il y a encore 5 degrés, donc c'est une conjonction très très acceptable. Jupiter et Proserpine en Cancer, conjonction qui nous dit, qui est en maison 8 pour la France, qui nous dit, bah oui, il y a le peuple va peut-être manifester ses désirs les plus profonds, qui sont de se demander qu'est-ce qu'on devient, quel est le mode de vie qu'on veut avoir, quelles sont nos nourritures, quels sont nos modes de vie, est-ce qu'on peut vivre dans un habitat qui est l'habitabilité du monde devient un vrai problème, quoi. C'est-à-dire l'habitabilité en particulier du territoire français, quoi. C'est par exemple valable pour les EHS, c'est trop hypersensibles qui n'ont pas d'endroit du tout prévu pour habiter. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas supporter les ondes, on leur demande d'habiter quand même dans les ondes, c'est-à-dire de subir des
une torture quotidienne d'irradiation, alors que leur corps ne le supporte pas. C'est comme quand vous êtes allergique aux noisettes, vous forcez pas les gens à manger de l'entremets à noisettes en leur disant tu vas t'habituer jusqu'à ce que la personne soit hospitalisée. C'est ce qui se passe pourtant pour les EHS en France, et il n'y a aucun mouvement humain qui semble se décider à vouloir les aider, alors que dans d'autres pays, il y a des lieux prévus, en Suisse par exemple, il y a des HLM pour EHS qui sont situés dans des vallées où il n'y a pas d'ondes, et où tout l'appareillage électrique à l'intérieur est fait en 12 volts avec des panneaux solaires, avec des systèmes d'électricité très très propres, qui fait que ces gens ont le droit de vivre en tant que citoyens de leur pays, quoi. En France, le HS n'est plus un citoyen français, il devient comme le juif en 42, c'est-à-dire un hors pays, un vagabond quelquefois, un naufragé des ondes, comme j'appelle ça, c'est-à-dire quelqu'un qui cherche désespérément des endroits où il va pouvoir habiter sans cesse torturé. Bon voilà, c'est un exemple de cette conjonction Jupiter-Protothérapie dans le cancer. Qu'est-ce que c'est qu'habiter le monde correctement? Qu'est-ce que c'est que se nourrir, s'habiller, avoir un toit, sans que ces triple action qui est absolument nécessaire pour tout le monde devienne une espèce de ponction grave sur la planète, une ponction grave sur les équilibres écologiques, devienne une ponction grave sur même le budget eux-mêmes des gens, puisque maintenant pour trouver un logement, il faut avoir un salaire 3 fois supérieur, mais comme les loyers sont énormes par rapport à la part du salaire en France, quoi. Dans d'autres pays c'est moins, mais en France c'est très très fort. On a des gens qui sont, dès qu'il y a une petite crise économique, ils sont complètement coincés, ils se retrouvent à plus pouvoir payer leur loyer, ce qui peut entraîner des conséquences extrêmement dramatiques. Et ce qui est déjà arrivé à environ en France, je crois 1,5 million de personnes déjà qui ont perdu comme ça leur logement parce qu'ils ne pouvaient plus payer leur loyer pour des raisons extérieures, hein, pas parce que c'est de mauvais Français ou qui veulent pas travailler, mais parce que le président Macron a plongé la France dans une autodestruction progressive grave en s'imaginant dans son délire idéologique que c'est en favorisant la richesse des plus riches que automatiquement ça va ruisseler. On n'a vu aucun ruissellement, par contre on voit un ruissellement de la pauvreté de plus en plus grande et un ruissellement vers les paradis fiscaux, ce qui est l'inverse exact de l'enrichissement de la France. Mais enfin bon, c'est sa théorie, continue à y croire, et ma foi, il quittera le pouvoir en continuant à y croire, tellement ces hommes politiques sont obstinés dans leurs erreurs. On s'est basé sur des observations d'économistes qui reçoivent des prix Nobel maintenant, qui sont des économistes néolibéraux, voilà, dans la pure lignée d'Adam Smith d'abord et de Milton Friedman, c'est-à-dire l'inventeur de l'économie néolibérale, et puis on pourrait dire avec Adam Smith, Adam, le premier homme Smith, le premier homme forgeron, le premier homme Smith c'est le forgeron, le premier homme qui démarre en fait cette civilisation du fer, de la civilisation industrielle, et qui la démarre avec un théorème qui est sous-jacent à toute l'organisation capitaliste, c'est-à-dire que il est très difficile de convertir les gens à une vie ensemble basée sur la morale, c'est ce qu'a essayé de faire le christianisme en Europe, dans tout l'Occident. On s'aperçoit que ça a donné des guerres, ça a donné des massacres. Le nazisme est né dans un pays totalement chrétien aussi. Donc on voit que ça peut marcher. Adam Smith, en bon pragmatique anglais, s'est dit si au lieu de s'appuyer sur la morale ou la vertu des gens, on s'appuyait sur leurs vices, peut-être qu'on aurait un point d'appui plus solide, plus large. Et c'est ce qu'il a fait. Il s'est dit basons-nous sur l'intérêt égocentrique de chaque être humain pour fonder les liens économiques qui vont fonder la société. Chacun ayant un énorme intérêt à vouloir préserver son propre intérêt. Si on s'appuie là-dessus, eh bien l'organisation de la société sera plus durable. Et effectivement, le capitalisme c'est quelque chose de très durable qui est basé sur donc cette avidité humaine, égocentrique. Mais en basant toute une société sur cette structure-là, il a créé une nouvelle religion qui est celle de l'égocentrisme total, et dont on est tous en train de crever maintenant. En particulier les jeunes qui sentent très très bien qu'on les a élevés dans cette religion de l'argent,
et que ils n'en ont pas d'une part, d'autre part puisqu'ils n'ont pas de travail, et qu'ils voient très bien que c'est pas l'argent qui va sauver la planète, parce qu'ils ont besoin de la planète pour respirer, pour vivre, pour manger, et on est en train de leur bousiller au nom de l'argent. Donc si vous regardez bien toutes les inventions humaines depuis un siècle, elles sont toutes retournées en quelque chose de négatif par le principe du capitalisme. C'est-à-dire que si on avait la même invention dans un système non capitaliste, c'est-à-dire un système où l'humain serait mis en premier et non l'argent, on verrait plein de conséquences négatives des inventions qui disparaîtraient aussitôt. C'est facile d'avoir des exemples avec n'importe quel objet que vous prenez moderne. Vous verrez que c'est le capitalisme qui multiplie en fait par cette loi de concurrence, cette loi de l'égocentrisme, cette loi de l'avidité, qui multiplie les problèmes, mais qui crée de l'extractivisme, du colonialisme à fond la caisse, alors que si on mettait ces inventions au service des êtres humains, on s'apercevrait qu'il y a d'autres manières de faire, beaucoup plus écologiques, beaucoup plus adaptées. L'exemple que je prends toujours pour illustrer ça, c'est par exemple le fait qu'il y ait des milliers de marques de voitures finalement, hein. Enfin en comptant que dans chaque marque il y a plusieurs marques, hein, plusieurs types quoi de voitures, et il n'y en a pas une qui a le même moteur. Enfin, le moteur explosion c'est toujours le même quoi. Maintenant le moteur électrique peu importe, mais prenons le moteur à explosion, c'est toujours le même principe, des pistons qui sont poussés par une explosion d'un mélange de vapeur d'essence avec une bougie et tout ça. Bon voilà, eh bien il n'y a pas un seul modèle de moteur qui est le même. Enfin c'est quelquefois, mais c'est très très rare, ce qui fait que quand votre voiture tombe en panne, il va falloir trouver les pièces du moteur. Mais si la marque a fondé une nouvelle marque, pour pouvoir vous faire acheter, il faut créer de nouvelles marques et abandonner les anciennes. Donc au bout d'un moment, il faut trouver avec une voiture qui pourrait être parfaitement réparable, mais qui est plus réparable parce qu'on trouve plus les pièces. Et pourquoi il n'y a pas les mêmes pièces pour tous les moteurs? Cherchez l'erreur, parce que c'est pour servir le capitalisme, c'est pour servir cette hyperconsommation. On pourrait, maintenant, si on avait gardé les 2 chevaux et qu'on les avait améliorés en faisant des voitures, par exemple, ossature en bambou, par exemple, c'est très solide, tout ça, on aurait les 2 chevaux qui consomment presque rien, autant qu'un Solex, ils pourraient transporter tout le monde en voiture sans qu'il y ait d'énormes problèmes de pollution. Ça serait une solution écologique, mais on a abandonné la 2 chevaux parce qu'elle n'était pas assez rentable et qu'il fallait mieux que les Français achètent des bagnoles plus chères, voilà, des DS, Citroën, tout ça. Et ça, bon, ça c'est pour la marque Citroën, c'est un exemple, mais c'est un exemple très ancien, mais c'est pour dire que ça dure depuis très longtemps, voilà. Donc c'est le capitalisme qui pourrit en profondeur les choses. Et Milton Friedman est le nouvel apôtre d'Adam Smith qui a poussé le bouchon encore plus loin en disant que cette destruction, avec Schumpeter qui est un autre économiste, cette destruction est créatrice. Et on détruit des humains, on détruit des vies, on détruit des pays entiers pour le profit de quelques-uns, mais c'est créateur de richesse. Donc comme c'est la richesse d'argent qui compte le plus et non pas l'humanisme, on tue les gens au nom de cette richesse créée et on trouve ça très bien, on appelle ça le progrès. Ou on appelle ça mon projet, comme criait l'autre, hystériquement. Je vais revenir un petit peu donc sur ce thème. Il est très puissamment marqué par l'angularité de Uranus et Sedna qui sont rentrés en Gémeaux. Et cet Uranus-Sedna rentré en Gémeaux est dans une conjonction négative avec cette nouvelle lune. On sait que quand une conjonction a lieu par-dessus la frontière entre 2 signes, elle est plutôt vécue négativement parce que il y a conjonction, c'est-à-dire il y a confusion des énergies planétaires, mais en même temps par-dessus la frontière des signes, ce qui fait que les 2 énergies vont pas dans le même sens. Donc ça crée une énorme confusion et ça peut créer, quand c'est Uranus qui est conjoint comme ça à Mercure et au Soleil à Cérès, il peut y avoir de confusion même intellectuelle. C'est comme le stress peut amener à beaucoup de discussions où les noms d'oiseaux pèlent fusée, où il peut y avoir une espèce d'énervement, parce que c'est Uranus qui rentre en Gémeaux depuis, je vous l'ai dit, depuis le mois d'avril, là. Depuis le 26 avril exactement. Donc cette entrée d'Uranus en Gémeaux crée une espèce d'hystérie, d'excitation, ce qui fait que ça ne joue pas en faveur de cette conjonction qui demande à bien réfléchir, à se poser des vraies questions et à parlementer, à parler normalement. Bon, on sait que d'un côté il y a 2 problèmes quand Uranus est attaqué par donc d'une part le stress, d'autre part le dogmatisme propre à Uranus qui peut amener à s'exciter sur ses opinions de manière complètement délirante. J'ai vécu quelque chose comme ça récemment, qui était assez dingue, quoi. Simplement en demandant à quelqu'un
pourquoi il avait fait un léger mensonge. Bon, bah, on voit la personne devenir partir dans un monologue complètement hystérique, au lieu de se dire, bah oui, effectivement, pourquoi j'ai dit ça, c'était peut-être pas grave, mais ça invitait à regarder comment on fonctionne. Bah non, c'était moi qui avais reçu le mensonge, dont j'avais la preuve, et c'était la personne qui se trouvait, elle, attaquée. Donc c'est fou. On est dans un monde assez hystérique en ce moment, où on n'écoute plus l'autre, on n'essaye pas de savoir où il veut en venir, on part dans des condamnations, et ça se voit, c'est de la mode des clashs sur internet, tout ça. Plus il y a des clashs, plus les gens sont contents. Comment un tel a tué un tel sur le tel plateau de télé, en utilisant des mots presque de meurtre, tout ça, comme si la parole, qui est un moyen de communication, devait servir à tuer, à annihiler l'autre, par des bons mots ou des punchlines, comme ils disent. Punch, c'est ce qu'on peut... Ouais, c'est de la boxe, quoi. Donc là, attention donc à ces problématiques. D'un côté, donc le stress. Si vous faites trop de choses dans une journée, vous les ferez mal, alors qu'il vaut mieux en faire un petit peu moins et bien. Et ça, c'est fait et c'est plus à faire. L'hystérisation des débats qui peut mener à ne pas entendre, être tellement barré dans le dogmatisme qu'on n'entend pas ce que veut dire l'autre. Et puis l'autre aspect, que j'ai abordé juste aussi, le mensonge, c'est-à-dire que on voit de plus en plus le mensonge être utilisé comme moyen de communication normal, parce qu'on a tellement peur de sa propre position, de son propre avenir, de sa propre difficulté à s'en sortir, que on est prêt à raconter n'importe quoi à l'autre pourquoi, on ne sait pas trop pourquoi. Disons, ça commence toujours par se mentir au moins à soi-même. Si on veut faire croire un mensonge à quelqu'un d'autre, il faut commencer par croire à son propre mensonge, et après on a l'impression de se draper dans sa sincérité et tout ça. Alors ça pose une question évidemment en terre comme ça de quelles sont les conséquences concrètes, matérielles de comportements erratiques au niveau du mental. Si on est trop stressé, trop baladé par trop de stress, trop de choses à faire et qu'on s'y perd, il faut se poser la question de comment je fais pour diminuer l'excitation d'un côté, donc la méditation. Le maître d'ascendant Jupiter en Cancer conjoint Proserpine nous rappelle que la méditation est l'un des moyens de mettre un peu un thermostat sur notre ambiance intérieure, de régler les tempêtes émotionnelles en les ramenant vers le calme, en les observant, en les accueillant. Accueillir les émotions est une grande clé de guérison. Jupiter conjoint Proserpine nous rappelle que Jupiter pouvait être le gourou intérieur, c'est-à-dire en nous le maître, la conscience elle-même, quoi. Conjoint à Proserpine, ça dit bon, s'il y a des émotions qui surgissent, parce que Proserpine est très près du Soleil Noir, qui est une espèce de volcan d'émotions, et donc Proserpine peut amener dans le cœur les émotions à être guéries par le cœur, par l'accueil, être gentil avec soi-même, être gentil avec ses propres émotions. La gentillesse étant pas un vain mot, étant quelque chose de très important dans nos qualités. Si vous êtes gentil avec vos propres émotions, si vous êtes aimable, accueillant pour vos propres émotions, Jupiter, la conscience peut échapper aux excès d'émotions, aux excès émotionnels, en ramenant ces émotions à des sentiments qui ont pu être bloqués ou traumatisés ou oubliés ou mis de côté. Et on retrouve l'énergie du cœur quand l'émotion est passée, quand l'émotion a été vue, quand elle a été accueillie et comprise. Donc ça, et comme c'est en maison 8, cette conjonction Jupiter-Proserpine, on peut penser évidemment à tous les processus de thérapie qui se servent de cette fonction, on pourrait dire guérissante. Jupiter c'est la loi de guérison, Jupiter. C'est comment on peut guérir en fait en écoutant en fait les émotions. Donc ça peut être l'un des moyens de ne pas passer à côté, surtout que Jupiter est quand même très directement en sextile en tant que maître d'ascendant pour la France, là, et maître d'ascendant pour la France et pour Bruxelles et pour l'Allemagne. Enfin, ça va très loin parce que je crois que ça va même, que je vérifie, jusqu'à la Russie, ouais, il me semble. Ouais. Et Moscou aussi, ça fait l'ascendant Sagittaire. L'ascendant Sagittaire pour presque toute la partie ouest de l'Europe, quoi, jusqu'à Israël. Donc, non, pour Israël, je crois que ça sent Capricorne. Mais disons qu'il y a une bonne partie de l'Europe, presque toute l'Europe, qui est prise dans cet ascendant Sagittaire.
Donc, ce Jupiter Proserpine en maison 8 nous dit, bon, bah, on va tous criser émotionnellement, on va tous être amenés à avoir peur. Alors là, je rappelle qu'à chaque fois que je parle d'apocalypse, hein, je rappelle que le système que j'ai mis au point de 2010, qui prévoyait d'après les dominantes planétaires des pays, comment ils s'inscriraient dans un processus apocalyptique qui allait monter dans les 10 années suivantes, dans les 15 années suivantes. Bon, bah, on y est, les 15 années sont passées. Et on voit très bien que les pays que j'avais mis en place sur ces 4 cavaliers d'Apocalypse, j'avais appelé ça, sont tous vraiment maintenant en action et sont vus maintenant, alors que c'était pas tout à fait le cas à l'époque, comme les acteurs principaux de ce qui se joue dans le monde actuel. D'un côté les USA, la Grande-Bretagne qui reprennent le capitalisme et qui sont en train d'amener le monde à la famine. C'est-à-dire l'inverse de la prospérité qui est censée apporter le capitalisme. Et plus les ultra-riches s'enrichissent, plus le nombre de gens qui s'appauvrissent est grand. Donc le modèle économique, quoi. Le modèle de la fausse science qui est représenté par la France. Et donc, et en tant que participation également à l'Union européenne aussi, le côté inspirant de la France dans l'Union européenne, et qui est représenté en France par le scientisme, l'ordre des médecins, tout le technoscientisme et tout ça, qui amène une espèce de nouvelle religion très matérialiste, qui empêche complètement, en particulier à travers l'ordre des médecins, les médecines nouvelles d'apparaître, et qui empêche complètement les vraies découvertes qui sont faites d'être entendues, parce qu'il y a une espèce de caste au pouvoir dans ces domaines-là qui est extrêmement dommageable même à la santé, quoi. Bien qu'évidemment les médecins soient nécessaires, puisque la connaissance médicale est essentielle pour aider à soigner. C'est un très beau métier, quoi, mais il est en train de se perdre totalement dans ce deuxième cavalier d'Apocalypse qui, lui, amène ce qu'on appelle la pestilence, c'est-à-dire qui va favoriser les maladies sans le faire exprès, en croyant les guérir, parce qu'on ne fait plus confiance que à une science chimique et non pas à toutes les nouvelles techniques qui existent depuis environ 30-40 ans, qui tournent autour d'un côté de la naturopathie, de l'autre côté des médecines énergétiques, maintenant ce qu'on appelle les médecines quantiques, c'est-à-dire les médecines qui se servent des longueurs d'onde et tout ça. Et comme on nie encore l'existence, par exemple, des électrosensibles, c'est-à-dire on continue à nier, alors que ça a été prouvé 1000 fois scientifiquement, l'effet des ondes électromagnétiques sur le corps, évidemment, dans un cadre de négationnisme tel, évidemment, la médecine ne peut pas avancer. On se retrouve dans une situation inquisitoriale, c'est-à-dire des inquisiteurs qui savent mieux que quiconque ce qu'il faut penser et qui interdisent aux vrais inventeurs d'avoir le droit de parler, ou de s'exprimer, ou de soigner les gens encore plus, puisque dans ce cas-là, c'est exercice illégal de la médecine. On peut se rappeler l'histoire de Régénère, là, de Thierry Casasnovas, avec lequel je n'étais pas d'accord dans sa méthode au début, mais qui méritait pas d'être cloué au pilori comme ça, pour autant, quand on voit le nombre de victimes que font parfois les centres d'oncologie, on voit pas pourquoi il y a eu une victime dans son cas, et pourquoi il doit être condamné à ce point-là. Et c'était pas directement lié à une erreur de sa part, sauf l'erreur qui est de mettre trop de choses sur Internet et de croire que les gens vont pas s'en servir. Ça, oui, ça peut être une erreur, mais enfin bon, à ce moment-là, il faut plus du tout aller sur Internet. Ok, donc juste se rappeler que la maladie peut être favorisée par une médecine qui s'égare, qui devient fausse. On a un peu le problème d'une maladie imaginaire de Molière, quoi, avec les diafoirus, c'est-à-dire des médecins qui ne savent plus soigner les nouvelles maladies qui apparaissent, mais parce que dans leur cursus universitaire, ils l'ont pas appris, et donc s'ils l'ont pas appris dans leur cursus universitaire, eh bien ça n'existe pas, la maladie n'existe pas. On a eu le cas avec la maladie de Lyme, par exemple, ça n'existe pas. Pendant 15 ans en France, cette maladie, elle a été interdite d'exister, alors que les gens en étaient malades, évidemment. C'est pareil pour le HS, c'est pareil pour beaucoup de maladies auto-immunes, qui sont appelées auto-immunes un peu à tort, parce qu'en fait, le corps s'attaque pas à lui-même, en réalité, le corps s'attaque à la présence de certains produits chimiques ou de résidus d'injection, et qui sont à ce moment-là en balade dans le corps, et qui peuvent amener, alors ça s'est prouvé récemment, je vous avais annoncé dès 2020-2021 que tout ce qui s'est passé au moment de la crise du Covid-19 trouverait ses révélations au moment du Saturne sextile Pluton.
je en ai déjà parlé. Et évidemment, Saturne étant en Bélier, il y a des dossiers vraiment très compromettants qui sortent maintenant en ce moment, et il y a beaucoup de médecins qui étaient vent debout contre ce qu'ils appelaient les complotistes, ou les antivax, tout ça, commencent à voir qu'il n'y avait pas grand-chose de faux parmi eux, à part les hystériques, effectivement complotistes, qui s'imaginaient qu'il y avait un complot pour tuer la population, ce qui est un simplisme un peu débile. Mais par contre, le fait, les dénonciations qui avaient été faites de certaines erreurs gouvernementales, bon, c'est de plus en plus accepté et vu maintenant, c'est-à-dire qu'on commence à avoir une montée d'un mouvement d'enquête sur ce qui s'est réellement passé pendant ces années-là, qui apparaît parce que le sextile de Saturne à Pluton est dépassé, et évidemment ça pose la question de qu'est-ce qu'on va faire la prochaine fois qu'il y a une nouvelle épidémie. Et évidemment, la conjonction à Jupiter Proserpine peut favoriser, dans un cadre émotionnel tendu avec de la peur, peut favoriser l'apparition d'épidémies. Proserpine agissant un peu comme Neptune, qui est très épidémique, on va dire. Saturne étant conjoint à Neptune avec Bacchus, il peut y avoir à nouveau la présence d'erreurs de labos ou d'armes chimiques qui peuvent être utilisées, qui peuvent avoir des conséquences graves. Et donc l'aspect de Neptune qui est conjoint aussi à ça peut effectivement refavoriser à nouveau la même question. Qu'est-ce qu'on peut faire quand il y a une épidémie? Est-ce qu'il faut vacciner à tout va? Est-ce qu'il faut se poser la question de est-ce que ça sauve des vies ou pas? On peut avoir encore une fois la nécessité de revoir et corriger toute une attitude sanitaire qui est obligatoire depuis à peu près un siècle, qui est issue du pasteurisme. Et si on regarde les autres moyens qui sont systématiquement laissés de côté pour soigner les gens, on peut penser par exemple au CDS de Calcaire, Andreas Calcaire, là, qui est un nettoyeur de virus extrêmement puissant, et qui met tellement en danger les vendeurs d'antibiotiques qu'on n'en entend jamais parler. Ça, c'est des exemples, enfin, il y en aurait plein comme ça qui sont à citer, et qui posent la question d'une science qui s'est dévoyée. Donc ça, c'est pour le cavalier d'Apocalypse France. Le troisième cavalier d'Apocalypse, c'est le cavalier sectaire, quoi. C'est celui qui est lié à la secte, c'est le cavalier blanc qui commande son pays au nom de Dieu. C'est évidemment Israël d'un côté, l'Iran de l'autre. Deux dogmatismes religieux totalement poussés à la débilité par des dirigeants qui ont de caractère tyrannique ou fasciste. Et qui vivent un intégrisme religieux total qui n'a rien à voir avec la religion d'origine, quoi, que ce soit l'islam d'un côté ou l'hébraïsme de l'autre côté. On a en Israël et en Iran actuellement des religions totalement trahies par des fous furieux qui sont prêts à massacrer leur peuple d'un côté comme de l'autre pour plus de territoire, pour plus de pouvoir, pour plus de dictature. Ce sont deux totalitarismes en marche, quoi, et qui mettent le Moyen-Orient à feu et à sang, avec évidemment l'aimable aide spontanée de Monsieur Trump. Bon, le quatrième cavalier d'Apocalypse, c'est celui qui amène le totalitarisme ou le collectivisme. C'est celui du feu, et évidemment tout collectivisme, tout totalitarisme ou tout fascisme mène forcément à la guerre tôt ou tard, parce que ces systèmes, dès qu'ils s'affaiblissent, tant qu'ils sont dans une aisance économique, on va dire, il n'y a rien à craindre, ils sont prospères, mais dès qu'ils cessent d'être prospères, tout tyran refusant d'être remplacé par qui que ce soit, il est obligé de faire la guerre. C'est un peu ce qu'a fait Poutine, c'est un peu ce que peut faire la Chine aussi, bien que la Chine soit dans une phase ascendante au niveau commercial, ce qui fait qu'on est protégé par ses succès, on va dire ça. Le jour où elle rentrera en crise, ce qui ne saurait tarder, eh bien, à cause de ce qui se passe justement dans l'étroit d'Ormuz, eh bien, il peut y avoir, puisque le pétrole de l'Iran va vers la Chine, eh bien, on peut avoir l'apparition d'un nationalisme complètement, d'un national-socialisme complètement hystérique, qui était déjà latent, mais qu'on ne voulait pas voir, de même qu'on n'a pas voulu voir que
l'introduction de la Chine dans l'OMC, dans l'organisation mondiale capitaliste, du commerce mais capitaliste, était une erreur parce qu'on s'imaginait que grâce au commerce, la Chine allait cesser d'être une dictature. On s'est fourré le doigt dans l'œil jusqu'à l'omoplate. On risque de se le fourrer aussi le doigt dans l'œil quand on va découvrir que c'est un pays qui s'est beaucoup armé et qui a une capacité de nuisance de même alliée à celle de la Russie extrêmement grande. Voilà. Sans parler de la capacité de nuisance évidemment des États-Unis qui eux ont l'habitude je crois qu'il y a eu 450 guerres qu'ils ont fait depuis leur naissance. Ils ont un record du nombre de guerres. Ça se voit pas beaucoup toujours parce que ils s'attaquent toujours à plus faible qu'eux. Mais bon, c'est quand même, ils ont le record absolu. Il faut se rappeler que dans le thème des États-Unis, Mars est très dominant. Uranus aussi, donc ça en fait pas, d'un point de vue international, ça en fait pas détendre. Voilà, donc voilà l'ambiance un petit peu d'un côté, un côté stressant, puis une solution, donc qui dit n'hésitez pas à faire appel à votre cœur, la compassion, à votre intériorité, la méditation, à la fraternité, hein, l'échange amical ou l'échange ou aux thérapies, donc puisque c'est en maison 8, c'est comment se transformer quand nos valeurs ne sont plus valables avec le monde qui vient. Les valeurs de fraternité en particulier sont vraiment posent question en ce moment avec la crise économique qui monte, avec le racisme qui monte, tout ça. Je recommande la petite émission des Pieds sur Terre où la situation du nouveau maire de Saint-Denis dans le 9-3 là a été analysée, c'est magnifique et c'est très intéressant. En tout cas, quand je parle d'Apocalypse, les 4 cavaliers d'Apocalypse, vous voyez bien qu'ils sont tous en action, le 5e étant le cavalier caché, c'est-à-dire l'antéchrist qui mène les 4, et l'antéchrist qui mène les 4. Alors l'antéchrist c'est une force, hein, c'est pas une personne, mais disons que elle prend la forme d'une personne ou d'un pays. Bon, c'est la Russie de Poutine, quoi, qui collectionne tous les pires défauts que je viens de citer dans chacun des 4 cavaliers, qui se correspondent chacun à un des 4 éléments, en particulier à une planète. Hein. Le cavalier des USA, c'est Bacchus, c'est-à-dire l'ivresse de l'argent que représente bien Trump avec sa tour en or. En face, on a complémentaire exact de Bacchus, c'est Apollon qui représente la vision spirituelle et qui, quand elle est dévoyée par le cavalier de la secte, eh bien ça donne la guerre Israël-Iran qui a été prévue par mes travaux donc depuis 2010 donc. Et donc qui aboutit au bout d'un demi-cycle de Saturne à sa réalité. Et puis dans l'autre axe, c'est l'axe un peu Proserpine-Pluton. La France étant proserpinienne, je rappelle que sa destinée proserpinienne se révèle grâce à Macron, qui est une dominante de Proserpine, c'est-à-dire c'est l'art du mensonge, de la veulerie, du trucage médiatique, regardez par là, on tend le doigt par là, puis pendant ce temps-là avec l'autre main, on vous fait les poches. C'est vraiment le truqueur, le trompeur, le joueur de flûte de Hamelin, celui qui emmène tout le monde à la catastrophe, tout ça pour enrichir ses 2-3 copains qui l'ont aidé en échange de cela d'ailleurs, à devenir au pouvoir. Donc ça c'est Proserpine, c'est la loi du mensonge, c'est comment en fait un pays où on aime bien mentir et se mentir, a mis au pouvoir un menteur professionnel, de même qu'aux États-Unis, un pays où en fait on adore la violence et l'arrogance, a mis au pouvoir l'arrogant le plus stupide au monde qui s'appelle Trump et qui devient, parce que c'est le pays le plus puissant au monde, les USA, devient un peu le maître du monde, quoi. On a comme maître du monde un fou paranoïaque et plus ou moins délirant et plus ou moins sénile qui est en train de mener le monde à sa perte. Donc en face de Proserpine, mais c'est Pluton, et donc Pluton est représenté par les pays totalitaires. On a connu ça pendant tout le XXe siècle, était le siècle de Pluton, le totalitarisme du nazisme, du fascisme, du franquisme, du pétainisme, et puis des Japonais aussi, toutes les forces de l'Axe, tout ça.
Donc on a un beau restant de ces forces de l'Axe avec la Chine qui est un pays complètement totalitaire, un point grave. Donc on a ces quatre forces-là qui représentent un peu Bacchus la terre, Proserpine l'eau, Apollon représente l'air et Pluton représente le feu. Et on voit que ces quatre forces se rassemblent au centre. Au centre, il y a la planète Terre en réalité, mais elle est remplacée par l'Antéchrist d'abord, quoi. C'est-à-dire qu'il doit venir d'abord pour mettre la Terre à feu, à sang et en chimie et en nucléaire. Et quel est le pays qui représente le plus ça? C'est la Russie, avec Poutine, qui met en avant dans tous ses discours, avec une malice de joueurs d'échecs, c'est les théories les plus écœurantes sur l'être humain, quoi. C'est quelqu'un qui a vraiment, oui, c'est antichrist, quoi, tout en prétendant être chrétien, pour pouvoir manipuler plus facilement les gens. Méfiez-vous de ceux qui se disent chrétiens maintenant, parce que il y a beaucoup de crétins qui se disent chrétiens. En fait, le véritable christianisme est vraiment sûrement l'avenir du monde en tant que l'homme, l'homme et la femme évidemment, hein, je veux dire l'humain révolté contre les institutions au nom de l'amour, c'est vraiment le modèle christique et il est très mal représenté actuellement par ceux qui se disent chrétiens, puisque c'est au nom du christianisme que Trump, par exemple, veut délivrer Israël de ses voisins encombrants. Alors que bon, évidemment, c'est Israël qui est arrivé comme un coucou se mettre dans ce nid du Moyen-Orient. Ça s'appelle le sionisme. Et bon, c'était une décision prise par l'ONU, donc quelque chose peut-être sage à l'époque, mais qui est en train de se transformer en une véritable cauchemar, quoi. Et c'est pas d'être certainement pas d'être antisémite de dire ça. C'est simplement une analyse politique correcte. L'antisémitisme étant, je rappelle, un racisme contre une race, c'est-à-dire on va essentialiser par exemple les juifs, on va dire les juifs ceci, les juifs cela. Or les juifs, c'est ce qui a permis au nazisme d'envoyer en camp, y compris des enfants, puisqu'ils étaient race juive. Donc ça n'a rien à voir avec le fait de critiquer un système politique qu'est le sionisme, quand il devient petit à petit un facho-sionisme, quoi. La critique du peuple juif est nulle et non avenue, puisqu'il y a beaucoup de rabbins, même des opposants israéliens au système actuel de fasciste de Netanyahou, et qu'on entend très peu d'ailleurs, et ils sont malheureusement pas très nombreux. Quand un pays est envahi par le fascisme, très souvent les opposants sont un peu muselés ou disparaissent. C'est ce qui les rend d'autant plus précieux d'ailleurs. Mais il y a beaucoup de rabbins qui dénoncent le sionisme actuel, agressif, colonisateur et génocidaire et fabricant d'apartheid, comme étant une trahison totale de l'esprit de la Bible et de l'esprit hébreu, au nom de la religion hébraïque et au nom de la religion juive. Donc c'est pas du tout ceux qui veulent amalgamer anti-sionisme et anti-sémites sont en général des antisémites d'ailleurs, ou alors des gens qui prétendent défendre les juifs à tout prix pour en fait défendre un modèle fasciste qui existe en Israël, sachant que défendre les juifs comme les noirs, comme les arabes, ça, c'est la base même de l'humanisme. Il n'y a pas de race, je le rappelle. Donc voilà, c'était donc l'Apocalypse, c'est une révélation de quoi au fait? Parce que ça veut dire Apocalypse, c'est les profondeurs, Apo, faire monter les profondeurs, donc révéler ce qui est caché. Révélation de quoi? Ben, ce qui se révèle à travers Jupiter, Proserpine en maison vide comme ça, c'est la peur, hein. Plus il y a des peurs qui montent par rapport à la crise qui se montre de plus en plus inévitable, plus il y a de la parano qui grimpe. On va chercher, dans toute parano, on va chercher des boucs émissaires. C'est-à-dire des gens faibles, de préférence les forts on s'y attaque pas trop parce qu'ils peuvent nous taper dessus, donc on va s'attaquer aux plus faibles et pour créer un exemple, pour démontrer en s'attaquant aux plus faibles que bon ben voilà,
on peut se ressouder à nouveau en tant que peuple. Voilà. Donc on voit très bien quelle forme ça peut prendre et évidemment la forme la plus courante de ça, c'est ce qu'on appelle le fascisme. J'appelle pas fascisme le mouvement propre à Mussolini comme le disent les historiens. J'appelle fascisme l'idéologie spirituelle. Hein, c'est une spiritualité qui est derrière le fascisme en tant que système et système politique, mais derrière une spiritualité qui dit gloire au plus fort. Le plus fort est montré par Dieu comme étant celui qui doit dominer. Ça peut être le peuple élu, justement. C'était des termes qui étaient propres aussi bien du côté du sionisme que du côté du nazisme. Hein. Une race élue, un peuple élu. Et ce peuple, alors on pourrait avoir un peuple élu aussi avec la France, avec la République française qui a donné le modèle des droits de l'homme. Mais qu'est-ce qui va forger le fascisme? C'est pas simplement qu'il y ait un peuple qui soit élu avec des valeurs fondamentales, c'est que cette valeur, c'est celle de la force contre le droit. Ça, c'est très important. Alors que dans la République française, c'est l'inverse, c'est le droit contre la force, les droits de l'homme contre la force monarchique abusive. Donc, est-ce que dans des endroits où on pense qu'un peuple est élu avec des valeurs qui peut porter à toute l'humanité, c'est propre aux États-Unis, c'est propre à quelques villes d'Apocalypse, hein, que ce soit les Chinois, les Américains, les Israël, Iran ou la France, c'est tous des gens qui se prennent pour des peuples élus. Est-ce que ces peuples sont en train de mettre des vraies valeurs au pinacle, ou est-ce que cette valeur, c'est la force contre le droit? À ce moment-là, quand c'est la force qui s'exerce contre le droit, on a affaire à ce qu'on appelle le fascisme. C'est-à-dire le fascisme, c'est l'idéalisation du fort, du puissant, contre le faible qui doit disparaître, qui doit être écrasé, qui doit être mis en esclavage ou génocidé. Donc voilà ce que c'est que le vrai fascisme. C'est intéressant d'étudier ça, pas simplement au niveau politique, mais au niveau psychologique, parce que c'est en train de monter dans toutes les mentalités actuellement. On peut penser à Ariane Biran, qui est une espèce de psychanalyste, sociologue et philosophe, qui a beaucoup étudié ça pendant la crise Covid, en montrant qu'on était en train de fabriquer une parano, par la peur on fabriquait une parano, et que ça favorisait effectivement le fascisme, c'est-à-dire de la dérive psychologique, de sentir une parano, une peur d'être mis en danger, de voir sa propre vie être en danger, de plus savoir où se diriger, de plus avoir confiance dans les institutions parce qu'elles semblent faire des choses qui correspondent pas à ce qu'on attendait. La peur monte tellement qu'elle devient hystérique, et à ce moment-là, la paranoïa arrive, et la paranoïa fait que il y a besoin absolument du bouc émissaire d'un côté et du tyran de l'homme providentiel, le sauveur qui va venir nous tirer de là. Donc ça, c'est très important à comprendre si on veut analyser correctement ce qui est en train de se passer au niveau mondial actuellement. Bon, je vais pas en parler, j'en ai un peu parlé la dernière fois, c'était les 40 ans de Tchernobyl, qui est en Ukraine, je rappelle, et qui a été une erreur du système soviétique, et qui a été nié complètement par tous les pays portant le nucléaire. Par exemple, la peur du nucléaire est vécue en France comme étant complètement absurde, puisque c'est ce qui nous sauve, soi-disant. Or, en fait, toutes les études scientifiques sérieuses qui sont faites sur le nucléaire montrent que c'est pas du tout la technologie sécurisante qu'on nous vend. Mais quand un pays est enfoncé aussi profondément dans un choix stratégique et économique, ben, il ne sait pas en sortir. Et c'est ce qui fait que c'est peut-être bon pour les 40 ans de Tchernobyl de se rappeler que les accidents nucléaires ont existé, ils ont été nombreux, et à chaque fois qu'ils ont eu lieu, ils sont extrêmement dommageables et ils durent pour des milliers d'années. Donc c'est le moment de se poser, au moment où la France s'enfonce dans ce type de programme, il est bon de se poser la question, Uranus marquant le danger des accidents d'inattention, comme ce qui est arrivé à Tchernobyl. Ça a été expliqué comme étant oui, c'est à cause du système soviétique. Attends, le système soviétique, c'est des ingénieurs, c'est des gens. Le système soviétique, ça n'a pas empêché les Russes de fabriquer des Soyouz et d'aller dans l'espace, même avant les Américains. Donc au niveau scientifique, ils sont très bons. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une erreur humaine, et que cette erreur humaine pourrait arriver dans n'importe quelle centrale nucléaire. Donc on est en phase de dangers qui sont immenses et qui sont complètement sous-estimés par nos gouvernants parce que ils ont investi toute leur tirelire, leur petit cochonou, ils ont cassé leur tirelire pour tout mettre là-dedans, ce qui fait qu'il n'y a pas d'argent, pas assez pour les énergies renouvelables et tout ça. Et on nous dit maintenant que pour le CO2, parce que maintenant il y a 9 limites planétaires qui sont en danger,
mais il n'y en a qu'une seule qui compte, quand on entend parler, c'est le CO2, 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 CO2. Alors que il y a 8 autres limites planétaires, et que si on s'occupe que du CO2, on ne résout pas les 8 autres. Alors que si on s'occupe de trouver des moyens de fabriquer l'énergie, et d'en consommer beaucoup moins d'une part, et de fabriquer autrement, ben on résoudra tous les problèmes en même temps. Ce qui est quand même mieux. Voilà, donc c'est une gigantesque lavage de cerveau collectif, cette histoire des bagnoles électriques qui vont favoriser le nucléaire d'un côté, puisque c'est une énergie en continu qu'il faut tout le temps consommer, parce que on ne peut pas arrêter une centrale nucléaire, donc il faut tout le temps consommer ce qui est produit, ce qui est une prime à la consommation, ce qui est complètement idiot, puisque justement il faudrait apprendre à beaucoup moins consommer pour se tirer de cette crise écologique mondiale. Donc, l'autre aspect qu'il faut voir aussi dans ce thème, c'est cette nouvelle lune, elle est 16 carrés exact à Saturne. Très très exact même. Donc ça c'est intéressant, enfin c'est intéressant en façon de parler, c'est pas intéressant en résultat. Saturne est conjoint à Mort, qui représente la vision de la compassion, de l'amour. Mais comme c'est conjoint à Bacchus aussi, juste à côté, Pallas Bacchus, une conjonction de Pallas Bacchus qui est plus raide, on est dans l'idée que de devoir maîtriser en fait ce qui se passe, ce qui a été créé par la guerre actuellement au Moyen-Orient, tout ça. On est dans l'idée de maîtriser ça. Or, cette maîtrise va pas se faire facilement ce mois-ci. Le Sesqui carré indique ce qui va se passer au niveau taureau, peut-être de l'agriculture et tout ça, va peut-être empêcher le gouvernement de s'occuper plus sérieusement du pays à l'intérieur, puisque Saturne est en maison 4. Il y a une contradiction entre ce que va vouloir le peuple, la lune représente le peuple, chaque nouvelle lune c'est un peu ce que veut le peuple, la vie en général. Il y a une contradiction entre ce que veut la vie, cette continuité qu'elle désire avec les signes de terre, et puis ce Saturne en bélier qui est un peu violent, qui est carrément violent. Il faut bien voir qu'il y a toujours une énorme conjonction en bélier. Donc on continue à dire la même chose qui avait été dit les 2 mois derniers, c'est-à-dire que le bélier étant surchargé au niveau de la quantité d'énergie, quoique la dominante là, elle est plus taureau pour ce thème-là, quoi. Mais bon, la dominante bélier reste encore très très forte. Et le taureau, ça équilibre. L'hyper masculin, c'est le bélier, l'hyper féminin, c'est le taureau, donc ça équilibre un petit peu. Mais disons que il y a une grosse conjonction dans la part du monde, donc 0 degré bélier toujours par définition quand c'est une nouvelle lune. Vesta, Neptune, Pallas, Bacchus, Amor, Saturne au début du bélier, tout ça dans les 10 premiers degrés du bélier à peu près, et puis une conjonction Eris, Chiron et Mars qui sont dans le tout dernier degré du bélier. Donc c'est très tendu toujours. Il y a une bagarre politique qui se fait jour. Bon ben voilà. Alors c'est pour la France insoumise ou des choses comme ça, ou pour le Rassemblement national, il peut y avoir des luttes vachement fortes qui se font de jour, et des positionnements vachement forts, parce que le bélier c'est le signe par excellence des opposants, quoi, les opposants au système actuel. Mais bon, comme tout est en bélier, il y a beaucoup de gens vont se précipiter dans la posture d'opposant. Voilà, il y a Jean-Luc Mélenchon qui vient de faire sa candidature le 3 mai là. Candidature qui est pas forcément, qui sera pas forcément sa meilleure d'après le thème, mais bon, comme il est le leader d'un mouvement qui a pris l'habitude de s'opposer systématiquement à ce qu'il faut bien appeler les magouilles de ce gouvernement, qui fait semblant d'être de centriste alors qu'il est vraiment de droite très très affirmé. C'est ce que certains ont appelé pour rire l'extrême centre. Donc trois extrêmes, l'extrême gauche, l'extrême droite et l'extrême centre, qui représentent un peu le tableau actuel de la France. Ça fait beaucoup d'extrémistes qui vont encore s'exciter, avec Uranus étant la planète de l'extrémisme. Uranus conjoint Sedna au descendant, on va voir sortir les noms d'oiseaux encore.
avec l'ascendant Sagittaire, on va essayer de calmer le jeu, quoi, calmer les choses, mais n'empêche qu'il y a un besoin de dire les choses qui vont pas. Et donc, plus Uranus comme ça, très angulaire, plus avec Mercure également, très angulaire, puis de l'autre côté, comment dire, l'énorme présence de planètes de civilisation, des planètes qui demandent de passer à l'action en bélier, ça fait un climat un peu tendu, même si la clé reste toujours, ce Jupiter Proserpine, de calmer les jeux, de rentrer dans un calme plus profond pour peut-être arriver à dépasser la crise, quoi. Donc je signale pour les astrologues que c'est le 10 février 2016 que LFI a été créé. Et c'est vrai que eux, ils correspondent bien à l'énergie de cette conjonction à Bélier, c'est-à-dire essayer autre chose que rafistaller tout le temps la jambe de bois avec du scotch. Essayer quelque chose de nouveau. Il y a deux choses nouvelles qui n'ont pas encore été essayées. C'est le programme réellement de gauche et écologiste en même temps de la France insoumise. Et puis de l'autre côté, le fascisme à visage humain que représentent Marine et Jordan. Jordan qui montre une nouvelle image bien peignée d'amoureux de la princesse Camilla, je sais plus quoi, de Bourbon de Sicile. Donc on rentre dans le gala, on rentre dans Voici Voilà, et on rentre dans les magazines People, tout ça, pour faire une espèce de... Ça, c'est des manières de faire campagne qui sont très communes à Paris Match et à toute la galaxie Bolloré, de toute façon, donc qui était une galaxie extrême droite. Le problème de la presse d'extrême droite est aussi posé par ce thème très mercurien, parce que il va falloir qu'on se pose la question comment ça se fait que la démocratie, qui est essentielle pour des pays qui sont des républiques, encore des républiques pour l'instant un tout petit peu, comment ça se fait que la démocratie ne peut fonctionner que à partir de gens correctement informés, et que la majeure partie de l'information est noyautée et confisquée par des patrons d'extrême droite qui jouent à choisir des contenus de plus en plus orientés vers ce qu'ils veulent en 2027, c'est-à-dire une arrivée au pouvoir de l'extrême droite, que ce soit à travers des faux sondages, des mises en photo nous avons surpris Jordan avec la princesse de Bourbon et de ces deux Siciles, et qui saute gaiement sur les rochers. Ah, quel beau couple ils font. Bon, voilà, nous avons surpris, sauf que bon, évidemment, tout ça, c'est coulé de fil blanc, c'est prévu d'avance. Ils n'ont rien surpris du tout. Mais c'est un montage pour rassurer les riches, pour leur dire, regardez, voilà un bon garçon qui va pas toucher à vos patrimoines. Bon, tout ça étant complètement idiot, puisque de toute façon partout le RN a été au pouvoir, il a piqué dans la caisse pour augmenter surtout le patrimoine de celui qui était nommé, qui était élu, d'une part. Et ça a été toujours leur manière de faire, que ce soit avec l'Europe, que ce soit le procès de Marine Le Pen, le pauvre aussi, tout ça, c'est même dans les municipalités, c'est pareil, c'est toujours la même méthode. Donc, effectivement, c'est rassurant pour les plus riches, puisque eux, si on pique dans les caisses d'une mairie ou d'une députation, pendant ce temps-là, on pense pas à piquer dans les caisses des paradis fiscaux des grands patrons. Donc, d'où le fait que Bolloré apprécie vraiment ces gens-là, même s'ils disent que Jordan, il y comprend rien à l'économie, il a un niveau de classe de 3e en économie, donc ils sont pas très contents avec ça, mais bon, ils préfèrent miser sur quelqu'un qui va être obligé de s'entourer de leurs propres conseillers à eux, plutôt que de miser sur un Mélenchon ou des choses comme ça, qui ont des connaissances, eux, très bonnes en économie, et qui savent comment on peut dépasser tous ces mensonges, comme avant l'arrivée de Mitterrand. Mon Dieu, si on avait voté Mitterrand, évidemment, en 81, les Russes allaient arriver à la frontière, tout le pays serait ruiné automatiquement, tout ça. Et voilà, ce qui s'est surtout passé, c'est qu'il y a eu des droits sociaux qui ont été introduits, des droits politiques qui ont été introduits, des suppressions de projets complètement inutiles qui ont été abandonnés volontairement, et le pays a enfin respiré pendant au moins 2-3 ans, avec
Je rappelle pour l'avoir vécu qu'à l'époque, il n'y avait même pas de chômage. Le chômage apparaissait, mais ça n'existait pas. Ça ressemble un peu au macronisme, c'est-à-dire qu'il refuse de voir des choses parce que ça lui plaît pas. Ben c'est pareil. Hein. Le giscardisme, on ne voulait pas voir qu'il y avait des chômeurs de plus en plus. Et donc celui qui trouvait pas de boulot, c'était pas parce qu'il y avait du chômage et presque 1 million de chômeurs, mais c'est parce que il voulait pas travailler. C'était un feignant. Donc au lieu qu'il y ait des indemnités pour les chômeurs, il y avait des critiques et des culpabilisations. Alors, je vois les jeunes des fois qui se plaignent, ah là là, nous on est tout le temps au chômage. Oui, mais vous êtes quand même indemnisés, ce qui est quand même pas la même chose que l'époque où on galérait complètement, encore plus que vous, parce que en plus on n'était même pas indemnisés. Ouais, on trouvait du boulot plus facilement, oui, sûrement, mais c'était le début du chômage, donc il n'y avait pas tant que ça. C'est pas tout à fait vrai. Donc voilà donc ce qu'avait introduit. Donc et puis les charrues sont pas débarqués, donc et par contre, il y a eu vraiment des grands progrès sociaux qui ont été faits, de même que le Conseil national de la résistance en 45, parce que c'était les communistes, beaucoup qui avaient résisté, comme chantait Renaud, il n'y avait pas beaucoup de Jean Moulin, donc il y avait beaucoup de gens de gauche qui avaient résisté, et donc il y a eu le programme du Conseil national de la résistance, a été beaucoup fait des reprises du programme de 36 du Front populaire, et ça a maintenu notre pays dans une aisance matérielle pour le peuple, pour tout le monde, pendant plusieurs décennies. Donc voilà, le fait de voir la gauche arriver au pouvoir et pas. Alors évidemment, on essaye de cristalliser sur la personnalité de Mélenchon. C'est assez intéressant de voir j'ai sorti le thème de Mélenchon parce que comme il vient de se déclarer très en avance comme candidat, c'est toujours intéressant de regarder. Il est ascendant Vierge et puis il a le soleil en Lion et la Lune en Poisson. Ce qui énerve beaucoup chez Mélenchon, c'est cette conjonction énorme de Pluton au Méa, donc au Méa qui est quand même quelque chose qui parle d'écologie aussi, Soleil Vulcain en Lion, et puis il a Mars au début du Lion aussi, donc ça fait beaucoup de Lion qui peut être favorisé avec son Jupiter en Bélier et toute la conjonction actuelle qui est en Bélier, donc tout ça ça peut être favorisé. Au moment où il pose sa candidature, la Lune est en Sagittaire, ce qui ferme le trigone. Bon, c'est plutôt ce qui est intéressant de voir. C'est pourquoi il énerve tant que ça, parce que il a le culte un peu du chef, hein, puisque Soleil, Pluton, c'est quelqu'un qui veut le pouvoir, quoi. On va dire ça comme ça. Est-ce qu'il veut le pouvoir pour le pouvoir? Faut regarder la Lune, et la Lune est au descendant en Poisson. Or, contrairement à ce qui est dit dans la plupart des médias, ça fait des gens qui ont une forme de gentillesse, d'amour du peuple réel. C'est-à-dire qu'en fait, la Lune en Poisson nous indique que ce mec, bien qu'il ait Saturne l'ascendant, soit quelqu'un qui soit un peu dur, travailleur et assez capable de diriger les mouvements politiques, comme il le montre. Mais la Lune en Poisson indique qu'il a une véritable, on pourrait dire entre guillemets, compassion, une sensibilité très forte aux souffrances du peuple. Donc, comme c'est un bagarreur, il a ce côté un peu, trop, on pourrait dire avec Mars en Lion et Soleil en Lion un peu trop masculin, quoi, qui fait qu'on voit pas ses valeurs féminines qui sont extrêmement fortes, parce qu'il a une dominante de la Lune qui est assez forte, quoi. De Vénus aussi d'ailleurs, qui est pratiquement Vénus, Mercure, Saturne et la Lune sont ses planètes dominantes, donc avec Chiron aussi. Et donc ça donne un côté Chiron et Vénus très balance, et Saturne aussi, et avec Mercure en Vierge, un côté très Vierge avec le sud de Mercure et Vénus en Vierge. Donc d'où ces capacités d'intellectuel et d'orateur, tout ça, qui sont très fortes. Avec Cérès, maître de la Vierge, juste en face en Poisson, ça c'est sa grosse faiblesse. C'est son Cérès en exil en Poisson, qui est maître d'ascendant et qui est conjoint à Mort, heureusement, à Mort rétrograde en Poisson. Ce qui veut dire que, encore une fois, il est dit, c'est quelqu'un qui agit au nom du peuple et qui a de la compassion. Alors c'est un mot qu'il va pas utiliser, il va préférer le mot solidarité parce qu'il est de gauche et tout ça, puis il a un passé trotskiste, mais ce qui anime le fond de sa psyché, c'est une tendance à la compassion pour les travailleurs, pour ceux qui souffrent en bas de l'échelle. Donc c'est assez contradictoire avec ce que nous disent la plupart des médias dominants sur le cas Mélenchon, l'autoritarisme dont il ferait preuve. Comme tout chef de parti, il est obligé d'avoir une certaine autorité, mais c'est quelque chose qui le caractérise, mais on oublie tout le temps de citer l'autre parti. C'est une dualité, on pourrait dire Lion-Poisson, quoi.
alors ça peut être un peu schizophrénique comme dualité entre un hyper yin et un hyper yang, entre un côté très masculin et un côté très féminin d'un côté. Mais quand le yin et le yang sont comme ça forts et en équilibre, moi je trouve que c'est plutôt intéressant pour un dirigeant. Ça vaut mieux que quelqu'un qui est complètement égocentrique, centré sur lui-même et qui n'a pas d'écoute du tout du peuple. Suivez mon regard, comme on dit. Voilà. Et qui peut amener un pays à la ruine, parce que quelqu'un qui n'écoute pas les autres, c'est quelqu'un... Alors, est-ce que Jean-Luc Mélenchon n'écoute pas les autres? C'est son soleil en Lyon pourrait l'y inciter, emporté par son feu intérieur très fort, quoi, quand sa verve, quoi. Mais sa lune en poisson très forte fait qu'il se remet toujours normalement à l'écoute de ce qui vient du peuple et des plus démunis. Donc ça se sent d'ailleurs quand il va serrer des paluches, il a pas un sourire artificiel, il est vraiment à l'écoute des gens, puis des fois il pousse des coups de gueule, tout ça. Mais c'est souvent à bon escient. J'ai vu pousser des coups de gueule avec des gens qui lui serraient la main et qui l'invectivaient sur des trucs faux. Il n'hésite pas, malgré que les caméras sont là, à dire exactement ce qu'il pense, ce qui est plutôt une garantie de sincérité. Donc voilà un petit peu ce que je voulais rappeler. Et puis quand il a créé LFI, il y avait l'opposition, donc Pluton Proserpine, qui marque le début de la grande crise, quoi, à partir de 2004 par là. Voilà, à partir de 2004 en gros, c'est le moment où il rentre en politique de manière différente, et puis après 2016 il crée LFI. Mais cette rentrée en politique de manière différente, elle se fait au moment où il y a cette opposition Pluton-Proserpine qui marque la crise économique, la crise de l'énergie globale mondiale, et la crise donc écologique globale, elle commence à ce moment-là, parce qu'il y a le pic réel économique du pétrole. Et donc c'est à ce moment-là qu'il va rentrer en politique en se rendant compte que si on ne raisonne que en termes économiques, mondialistes, néolibéraux, bien on va vers une catastrophe collective, et c'est là qu'il s'aperçoit que les partis de gauche sont devenus sociodémocrates, voire maintenant avec Hollande sociolibéraux, ce qui ne veut rien dire du tout, mais bon, on l'a déjà compris, mais bon, il veut quand même se représenter. Donc le sociolibéralisme qui est voilà, ce qui est la sociodémocratie, ce que l'écologie de Macron est à l'écologie réelle, quoi. C'est-à-dire quelque chose, une dégringolade, un niveau d'exigence et de sérieux et de compétence complètement inférieur à ce qu'il faudrait, quoi. Donc en fait, ça consiste à se coucher devant les grands patrons néolibéraux et devant le CAC 40 et la bourse et tout ça. Donc c'est celui qui a réagi à temps. De ce point de vue-là, c'est quelqu'un d'intéressant. Son ascendant est tout près du soleil de la France, ce qui fait que, effectivement, il pourrait amener cette fameuse 6e République qui consisterait à détrôner le monarque, bien que la contradiction de Mélenchon, c'est qu'il veut être monarque à la place du monarque, quoi. C'est-à-dire, comme il dit No Good, je fais de calife à la place du calife, il critique très fortement le système de 5e République, mais il concourt sans cesse pour être le futur président. Est-ce qu'il peut l'être? La grande conjonction en bélier indique que les temps sont venus pour qu'il y ait des énormes changements qui aient lieu. Bon, c'est surtout dans ce moment qu'il a le vent en poupe. Après, est-ce que dans les prochaines élections, on verra ça plus tard? Mais Uranus est dans sa maison 9, ce qui fait que ces idées peuvent commencer à être entendues. C'est Trigone à son Saturne et à son Isis en Verseau. Bon, il y a en ce moment, il a une capacité à être perçu, à être entendu. Son expression intuitive et assez inspirée peut être entendue. Et puis on commence à comprendre que tout ce qui est le sucre qui a été cassé sur le dos des insoumis, comme quoi ils étaient antisémites, tout ça, c'était une gigantesque manipulation faite par le pouvoir en place. Et on commence à comprendre qu'il n'y avait pas du tout d'antisémitisme là, il n'y en avait jamais eu, mais que c'était une manière de décrédibiliser sans arrêt, ce qui fait que, au contraire, maintenant, le nombre de gens qui commencent à comprendre est de plus en plus nombreux, et de se dire, et ça amène un certain capital sympathie à quelqu'un qui est resté droit dans ses bottes, malgré qu'il a été sans cesse décrédibilisé par des accusations et des mensonges. Quand le mensonge rentre en politique comme ça, très très fortement, évidemment, ceux qui restent droit dans leurs bottes et qui essaient de pas mentir, sont
sont favorisés. Alors, est-ce que, comme tout politicien, il ne ment pas? Bien sûr que si, il ment, comme tout politicien, mais le mensonge n'est pas fondamental, il n'est pas fondamental, il est pas, voilà, il n'est pas construit c'est pas l'essentiel de son programme. Hein. Il y a quand même un programme qui est fait pour le peuple quand même. Donc c'est pas un populiste, c'est quelqu'un qui a un programme populaire, ce qui est pas ce qu'on essaye de faire confondre. Le populisme, c'est quand on promet des choses au peuple et qu'on lui donnera pas. Alors est-ce que une fois quelqu'un comme ça au pouvoir, il deviendrait populiste? Oui, dans le sens que dans le système actuel de l'Europe, il est impossible de faire un programme de gauche. Il n'y a pas d'autres pays qui le font. On peut penser à l'Espagne de Podemos, puis maintenant du socialiste Pedro Sanchez, qui se positionne très très clairement par rapport à Israël et tout ça, et par rapport à l'Europe, qui est un véritable exemple. La France avec Macron a complètement quitté son rôle leader en tant qu'exemple moral pour l'Europe et pour le monde, et c'est l'Espagne qui prend le relais. Malheureusement, Macron aura tout détruit de ce qu'est la France par son passage. La France n'entend pas l'agitation fébrile d'un petit drapeau bleu, blanc, rouge à des Jeux Olympiques, ça c'est la connerie du nationalisme. La France étant la trinité liberté, égalité, fraternité, qui a créé la République française, qui elle-même a créé la nation française, qui est née tout de suite après, derrière, avec le premier antéchrist, qui était Napoléon Ier. Et voilà, et qui était mais qui a forgé ce double jeu droite-gauche qu'il y a en France. D'un côté les républicains, de l'autre côté les napoléoniens, c'est-à-dire d'un côté ceux qui sont pour la devise liberté, égalité, fraternité, puis les autres qui sont pour le bleu, blanc, rouge, c'est-à-dire le nationalisme un peu chauvin. On a la meilleure bouffe, on a les meilleurs footballeurs, etc., des conneries comme ça. Et c'est cette lutte-là qui va avoir lieu, je pense, pour les élections prochaines. La redéfinition de la France doit se faire maintenant avec cette nouvelle lune, quoi. Pendant un mois, il faudra redéfinir qu'est-ce que c'est vraiment la France, puisque le milieu du ciel de cette nouvelle lune est sur et comme les élections, les candidatures aux élections, vont se déclencher tout en série ce mois-ci, pour celles qui ne sont pas encore faites, il va falloir se poser la question, quelle est la France auquel on s'identifie ou celle qu'on veut pour l'avenir. Et là, il va falloir poser de sérieuses questions sur qu'est-ce que c'est que le nationalisme, qu'est-ce que c'est que le républicanisme, qu'est-ce que c'est que la démocratie, qu'est-ce que c'est qu'une presse libre, qu'est-ce que c'est que la plutocratie, qu'est-ce que c'est que le néolibéralisme. Toutes ces questions doivent se poser philosophiquement et intensément. Et l'écologie au passage, puisque ce qui trône le plus près du milieu du ciel quand même, c'est Apollon, qui est à 19 degrés de la Vierge, la fameuse planète que j'ai découvert, et qui trigone à Isis. Donc on va entendre un petit peu parler quand même d'écologie aussi, bien que les questions que je pose soient pas celles d'écologie. Enfin, pour ce nouvelle lune, en tout cas, c'est pas moi qui pose les questions, c'est le cosmos qui les pose. Les questions que pose le cosmos, avec le nœud sud en Vierge, je dis attention, ne raisonnons pas qu'en termes économiques ou écologiques, en termes matériels, donc raisonnant en termes sensibles, nœud nord en Poisson. En maison 3, il va falloir se poser des questions beaucoup plus essentielles. Dans quelle sorte de spiritualité veut-on vivre? Quelles sont les valeurs les plus essentielles auxquelles on adhère par le cœur? Et c'est ça qui va compter de se poser comme question, parce que sinon, être trop enfermé dans les questions économiques et d'inflation on va se mettre trop à écouter les prix Nobel d'économie là, qui nous ont jamais apporté le bonheur, alors que la question du bonheur elle dépend bien sûr en partie de l'économie, mais elle ne contient pas que ça. Voilà. Je regarde si j'ai un peu tout dit. Donc la grande conjonction en Bélier. Alors toujours en conjonction en Bélier, la sextile à Pluton et puis les sextiles à Uranus, évidemment, que tout ça s'inscrit toujours à long terme dans le grand sextile Pluton Verseau, Neptune en Bélier, Uranus en Gémeaux, qui déploie en fait la conjonction Uranus-Pluton de 65, enfin des années 64, 65, 66, et la conjonction Saturne-Pluton de fin 2019, 2020, la conjonction Covid, quoi, que nous avait annoncé
à l'époque, fin 2019, j'avais annoncé, pour la prévision de l'année 2020, j'avais annoncé une espèce d'épidémie, une espèce de peste possible qui s'attaquerait aux structures même de la santé, mais aussi de l'État. Et c'est bien ce qui s'est passé. L'État a été décrédibilisé auprès des gens intelligents par sa manière de gérer cette crise totalement dangereuse, en fait, dangereuse pour la démocratie. Tout en prétendant être au service, évidemment, de la santé publique. Avec l'aide, malheureusement, de médecins corrompus, et ce qui est vraiment dommageable, parce que ça a fait du mal aussi bien aux vraies vaccinations que la vraie médecine, qu'aux vrais savants qui alertaient déjà à l'époque que quelque chose n'allait pas bien. Voilà, donc ce qu'il faut voir aussi, c'est cette conjonction maison 5 de Mars-Chiron avec Eris, qui est une conjonction assez violente. On va encore avoir, comme je le dis, des solutions à l'emporte-pièce, des noms d'oiseaux qui vont voler dans l'Assemblée nationale à tous les coups. Voilà. Regardons juste rapidement comment cette nouvelle lune se dessine. Alors je fais toujours à chaque fois Moscou-Washington parce que je n'ai pas d'ordinateur, donc j'en fais que 2. Désolé de ne pas faire Tel Aviv, de ne pas faire Téhéran. Voilà, je prends les principaux, la France parce qu'on habite en France, et puis Moscou et Washington parce que c'est les deux, d'après le thème des 4 cavaliers de l'Apocalypse, c'est quand même les 2 qui sont importants. Et donc pour Moscou, là, cette conjonction, cette nouvelle lune, Cérès, nouvelle lune, Mercure, conjonction négative avec Uranus et Vulcain en Gémeaux, a lieu dans une toute petite maison 5. Donc c'est l'expression. Donc on va encore avoir le droit, avec le côté cérétien de Poutine, à des affirmations extrêmement intelligentes, très basées sur le bon sens paysan qui caractérise le russe, et qui sont en fait des espèces de mensonges extrêmement habiles, extrêmement sophistiqués de joueurs d'échecs, plutôt que quelqu'un qui aurait un bon sens analytique, qui fait semblant d'avoir tout ça pour pousser des pions toujours de la même façon dans le cynisme le cynisme et le fascisme le plus total. C'est quand même un chef de mafia, faut pas oublier, c'est comme ça qu'il a commencé, puis ensuite chef du KGB, ce qui est un peu la même chose, on pourrait dire. Donc on peut rien attendre de positif d'un homme aussi pervers, pervers narcissique ou même paranoïaque. Et on l'a vu avec l'invasion de l'Ukraine. Évidemment pour la dénazifier, évidemment. Il n'aurait jamais fait ça si c'était pas pour la dénazifier. Voilà, donc ça, l'ascendant est Sagittaire aussi, jusqu'à Moscou. Mais le Jupiter, la conjonction Jupiter-Proserpine, qui donc caractérise le maître d'ascendant, est en maison 7, donc il s'agit de intercepter. Là, il y a sûrement une tromperie encore qui se joue par rapport à l'ennemi. Hein. Est-ce qu'il va y avoir un semblant de paix proposé, et puis parce que j'ai pas très confiance quand il y a un signe intercepté. Alors ce signe intercepté, ça peut être aussi une espèce d'aspiration à la paix du peuple russe qui en a marre, comme à l'époque de la guerre du Vietnam, que les GI revenaient dans les caisses en métal. Là, c'est des petits gars de Sibérie qui sont renvoyés par le transsibérien à leur maman, dans Mamouchka. Ça fait beaucoup de cadavres, ça fait je crois qu'il y a un demi-million de morts déjà avec cette guerre, qui est la plus longue qui existait depuis la guerre 14-18, là, enfin en Europe. Donc il y a eu la guerre de 7 ans, 1641-1648 je crois à peu près, qui a créé l'Europe, puisque c'est là qu'il y a eu le traité de Westphalie, qui a créé l'entente entre nations, ce qui correspond à l'Europe actuelle, qui est une entente entre nations. C'est toujours pas un pays fédéral comme aux États-Unis. C'est un pays qui s'est entendu de manière commerciale, donc dans l'esprit des États-Unis. Donc c'est plutôt une colonie occidentale des États-Unis plutôt qu'une véritable Europe. Mais c'est possible que ça devienne une véritable Europe, et c'est un peu ce que Poutine veut détruire.
Donc on a quelque chose là qui nous dit, voilà, attention, il va s'adresser de manière onctueuse ou rassurante, à la fois pour rassurer son propre peuple, en Cancer, et puis en Gémeaux, Vénus dominant en Gémeaux, parce que c'est quelqu'un qui est très onctueux comme ça, très capable voilà, main de fer dans un gant de velours, quoi. Mais le plus souvent, voilà, le gant est en fer aussi. Voilà, un gant de fer plaqué velours. Donc, voilà pour le Moscou. L'angularité étant Vénus d'un côté présentée aux autres, aux ennemis ou aux alliés. Donc peut-être des propositions de paix, donc du coup, mais avec au fond du ciel la conjonction Mars-Chiron, Eris qui est angulaire au fond du ciel, qui veut dire que la volonté de triompher par la guerre est tout le temps là. Donc attention à la tromperie venant de Moscou ce mois-ci. Et pour Washington, ben, l'ascendant est en Balance. Ce qui fait que c'est Vénus le maître, qui est tout là-haut en Gémeaux, tout près du milieu du ciel, qui est en Cancer. Donc là, le maître n'est plus Jupiter, c'est Vénus en Gémeaux, qui fait pas d'autres aspects que le sextile à la conjonction Mars, Chiron, Eris. Bah ouais, on a quelqu'un qui voudrait bien plaire à son peuple, Vénus en Gémeaux, il faut bien se rappeler qu'il est Gémeaux, Trump, avec du Mars en Lion. Donc il est emporté par son propre personnage. Vénus, c'est le personnage, c'est il est la marionnette de lui-même, on pourrait presque dire. C'est-à-dire qu'en fait, il se met en scène toujours de manière pour plaire, pour obtenir, parce qu'on approche des midterms, il veut plaire, mais il est entraîné à justifier forcément ce qu'il est en train de faire au Moyen-Orient, qui est une véritable catastrophe. Et donc, voilà, il ne peut pas s'arrêter d'éructer et d'en vouloir, essayer de vouloir vaincre un pays qui est beaucoup plus armé que ce qu'il pensait. Donc, il va vouloir forcément asseoir encore sa domination, continuer à aider son cher ami Netanyahou qui, alors c'est là où on voit que l'ascendant en Balance, au descendant on a Pallas, Bacchus, Amor, Saturne qui sont vraiment conjoints au descendant, avec Neptune juste en dessous, ce qui veut dire que dans la conjonction Bélier, c'est son fameux allié, son fameux allié pardon, qui est Netanyahou, qui le met dans la merde pas possible, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une idéologie derrière Neptune en Bélier, idéologie conquérante, qui a rien à voir, donc, comme je l'ai déjà dit, avec la religion hébraïque, a plutôt à voir avec le nazisme. L'idée de peuple élu qui doit vaincre les autres, qui doit écraser ou génocider les autres, tout autour. Et puis, alors il y a encore des gens qui sont aveugles à ça, c'est effrayant. Bon, on peut comprendre qu'ils soient aveugles à ça s'ils sont d'origine juive et qu'ils ont toujours vu qu'Israël était attaqué de partout et qu'ils ont envie de défendre des fois leur famille, leurs amis qui sont là-bas. Mais là, ça commence à se voir tellement que je ne sais pas comment on peut maintenir un discours pro-Israël actuellement, même si on est juif d'origine, ou même si on, surtout, j'ai envie de dire, si on pratique cette religion, quoi, qui est quand même une religion, la Bible, je rappelle, c'est comme Jésus dit la même chose, ne faites pas autrui ce que vous ne voudrez pas qu'on vous fasse, donc normalement, c'est pas une religion guerrière, la diaspora juive, elle a bénéficié d'un pacifisme total pendant pratiquement 20 siècles. Hein. C'est l'un des seuls pays qui n'en est pas un. C'est un pays intérieur, c'est un pays de spiritualité qui consistait justement à pas faire de mal à autrui. Alors bon, il y a l'autodéfense, mais là, le prétexte quand on attaque des pays entiers, sous prétexte d'autodéfense, ou qu'on colonise en chassant des gens de leur terre pour dire c'est à moi, c'est vraiment, ça s'appelle le fascisme. Donc on voit, il croit s'être uni avec Neptune, donc avec une vision, l'union entre la vision de la Bible hébraïque et la vision de la Bible, on va dire luthérienne ou c'est-à-dire protestante, quoi, qui est le propre des États-Unis. Et il est parti là-dessus, puis en fait il se retrouve avec Bacchus, c'est-à-dire le diable, quoi. Bacchus, Pallas, le pouvoir de persuasion du diable, et Amor, Saturne, bah oui, on aime cet allié extraordinairement fort, puissant et agressif comme moi, quoi. Il y a une espèce de ressemblance entre deux frères, voilà, deux frères en négativité, quoi, qui se reconnaissent dans le fascisme de l'un de l'autre. Et cette association,
est en train de miner profondément le support de Trump dans son propre pays. Donc le fait que Vénus soit en Gémeaux, est-ce que ça va encore tromper son monde? L'autre maître de l'ascendant Balance, c'est Chiron. Chiron, donc il est conjoint à Mars. Ça veut dire que c'est des faux efforts de paix, puisqu'il y a toujours cette volonté guerrière. Mars est en Bélier, hein. Il étouffe complètement Chiron. Chiron est en exil quand il est en Bélier, alors que Mars est en domicile. Donc on va dire Mars écrase la volonté chironienne de faire la paix, de faire des ponts, de trouver des solutions. La solution, c'est que c'est moi le plus fort, quoi. Voilà, bon, on l'avait déjà compris, c'est-à-dire que ça continue un peu comme avant. Et voilà, bon, on va pas s'étendre plus que ça, parce que mais bon, on peut vraiment voir cette ascendant Balance mise à mal par la puissance de l'allié Netanyahou qui le met dans une merde profonde. Il est plus du tout en train de travailler pour les États-Unis comme il avait, pour son MAGA qu'il avait eu comme slogan. Tous les gens MAGA vont petit à petit se détourner de lui en disant mais attends, c'est pas ça qui avait été dit. Au contraire, il s'était présenté comme futur prix Nobel de la paix, celui qui allait amener la paix. Bon, j'avais déjà prévenu dès le début que ce type-là était un fou furieux. Ça commence à se voir de plus en plus, mais ça serait bien de lui donner le prix Nobel de la paix. Ça serait habile parce que ce serait tellement con que tout le monde rigolerait, et en même temps ça le calmerait. Il se dirait, ah merde, on a le prix Nobel, ah oui, effectivement, il faut peut-être que j'arrête cette guerre. Je sais pas, c'est des fois avec des fous, faut faire des trucs fous, parce que sinon on n'a pas de solution. Voilà, je m'arrête là, et je vous souhaite, comme j'ai indiqué pour la France, que la conjonction Saturne-Neptune en maison 4 indique, méditez. J'ai l'air de toujours dire la même chose, mais il se trouve que pour les périodes d'apocalypse, il y a que ça à faire, hein, parce que vous ne pouvez pas, quand on parle d'apocalypse, il faut pas avoir peur, il faut se rendre compte qu'on ne peut pas éviter les destructions qui sont en train d'arriver, qui sont des résultats karmiques de choses déjà installées avant, de mentalité, de systèmes, système capitaliste par exemple, les systèmes de nationalistes, les systèmes économiques, je l'ai déjà dit avec le capitalisme, mais les systèmes aussi religieux installés, les systèmes dogmatiques, les systèmes matérialistes, médicaux, tout ça, tous ces systèmes qui sont installés, doivent rentrer en crise, doivent montrer leur gueule de monstre. Je vous ai mis un petit extrait d'Edoui Plenel qui parle des monstres par rapport à l'humanisme, les monstres du fascisme mondialisé. Et je vous ai mis pas mal, n'oubliez jamais de regarder les liens qui sont en dessous quand vous avez écouté parce que ça contient beaucoup d'informations très précieuses. En particulier, vous aurez deux Radio Nova, la dernière pour le prix d'un. D'un côté, Monique Pinson-Charlot par rapport aux richesses, mais aussi Geoffroy Laganerie, qui est une espèce de penseur libertaire, de philosophe libertaire assez intéressant. Et puis, vous avez aussi une émission sur les luttes environnementales de la Terre au carré, très très intéressante également. Et vous aurez un peu de Dalai Lama et un peu d'Aurélien Barraud, qui sont des gens qui posent vraiment les bonnes questions en profondeur. Voilà, et puis un petit extrait sur le développement personnel qui sert, comment la psychologie sert à planquer en fait un système politique qui devient complètement dangereux pour la santé mentale des gens, et comment ça nourrit de plus en plus de thérapeutes ça devient le métier à la mode, alors qu'en fait c'est le système qu'il faut guérir. Ça c'est très intéressant, ça fait très longtemps que je le dis, et puis là il y a un acteur connu là qui en parle. Je vous recommande d'écouter ça. C'est pour ça que quand je fais mes nouvelles lunes, certains me reprochent, il y a trop de politique. Non, c'est parce que la folie qui agite, qui crée vos problèmes personnels, qui fait que vous vous en sortez plus, que vous êtes sentez mal, que vous êtes angoissé, etc., ou vous êtes trop stressé, ça vient pas que de vous. Et c'est pas la peine de régler les potentiomètres au poil près en disant j'équilibre mon temps de travail avec mon temps de loisir avec voilà. Non, il y a un système qui est devenu fou. C'est ça qui est devenu fou. Vous n'arriverez jamais à vous équilibrer. Il faut rentrer en politique, non pas en politique politicienne, parce que la politique politicienne
c'est si on veut, et c'est très très relatif, l'efficacité n'est pas garantie, mais en politique profonde, c'est-à-dire, comme on appelle en écologie, on appelle ça l'écologie profonde, eh bien, il y a une politique profonde, ce que j'appelle la pole éthique, c'est-à-dire se poser des questions, dans quel monde veut-on vivre en tant que citoyen, et qu'est-ce que je peux faire dans mon environnement immédiat pour que le monde change tout de suite, sans attendre que les politiciens aient compris comment le changer. Et ça a une force politique très très grande, mais ça doit se passer entre amis, entre gens, et je recommande toujours de s'intéresser à ce que j'appelle les spirinotés. C'est le programme que je propose, et qui est d'essayer tout de suite de mettre en place des éco-villages spirituels dans lesquels le point d'ancrage n'est pas une éolienne comme on peut le croire, mais le point d'ancrage est une capacité d'engagement des gens à servir, à vivre dans la non-violence complète, c'est-à-dire y compris contre les animaux, pas d'animaux tués, et dans l'accrochage à la vérité, c'est-à-dire pour vaincre le mensonge ambiant qui est partout maintenant, qui corrompt profondément et les personnes et les âmes, retrouver le sens de la vérité, le sens d'être vrai avec soi-même, d'être vrai avec les autres, et en particulier les 4 qualités qui sont les 4 antidotes aux 4 cavaliers de l'Apocalypse. Pour la terre, c'est l'humilité. L'humilité qui vient du humus, la terre, c'est-à-dire quand on fait des choses concrètement, qu'on ne travaille pas que pour gagner sa vie, qu'on travaille pour rendre service à l'humanité, à l'humain, évidemment on se sent plus utile, et puis on a des difficultés, on a très de difficultés, mais on devient humble parce qu'on s'aperçoit que c'est plus difficile à faire qu'à dire, mais il vaut mieux le faire que simplement le dire. Pour l'eau, c'est une qualité qui devient rare, ça s'appelle la gentillesse. C'est un mot qui paraît cucu, bisounours, bénin, enfin tout ce qu'on veut, alors qu'en fait c'est une qualité extrêmement importante, c'est une qualité de l'âme. Et la gentillesse, c'est quelque chose qui montre, on peut l'appeler la bonté aussi, c'est ce qui vient du cœur. Il y en a certains qui parlent aussi de un mot que j'aime moins, mais qui est la bienveillance. Bon, si on prend la racine de ce mot, c'est très très bien, veiller au bien d'autrui, voilà. Pour l'air, pour vaincre, donc là c'est pour vaincre pour des émotions négatives, quoi. Donc la gentillesse, la bienveillance, et on supprime un maximum d'émotions négatives les uns envers les autres, parce qu'on se sourit, on se fait du bien, on apprend à se rendre service et à se faire du bien. Et se faire du bien, c'est pas simplement baiser les uns avec les autres, c'est pas que la sexualité, c'est aussi se toucher autrement, se toucher au niveau du cœur en particulier. Voilà. Et pour l'air, pour en finir avec les mensonges, la magouille et l'intellectualisme, le cynisme mental, eh bien, la qualité principale à travailler, c'est la sincérité. Plus vous travaillez la sincérité, plus vous êtes capable de chercher la vérité dans toutes vos relations, dans vous-même, et évidemment, ça change beaucoup de choses. Le satyagraha, le fait de s'accrocher à la vérité, créer, comme disait Gandhi, une espèce de circulation de la vraie information, fin des fake news, fin des faussetés. Évidemment, on devient à ce moment-là un vrai citoyen, parce qu'on est capable de dire ses besoins, ses attentes, et de choisir des gens qui vont avoir la même sincérité, et non pas d'être trompés par des politiciens publicitaires qui vous font croire qu'ils vont mettre en place ce que vous espérez, alors qu'ils n'en ont aucunement l'intention. D'où l'importance de l'astrologie pour lire les thèmes. On voyait très bien que dans le thème de Macron, que c'était quelqu'un de cruel, cynique et pervers narcissique, voilà. Et on voyait très bien ce que j'avais dénoncé dès avant qu'il soit élu. J'avais dit que Sarkozy était un mafieux, et on m'avait censuré sur la librairie ésotérique d'Angers. On voit maintenant qu'il est condamné par la justice, et qu'effectivement c'était une espèce de mafieux là. C'est une manière d'aller s'arranger avec des terroristes pour financer sa campagne. C'est typiquement mafieux, comme Poutine, quoi. Donc voilà, mais quelle indignité, comme il dit, mais c'est vraiment le menteur professionnel. Bon, voilà, la sincérité, c'est ça, c'est arrêter de croire que des menteurs sont pas des menteurs, voir qu'ils sont menteurs, parce qu'on s'est habitué à fréquenter la vérité, et du coup on sait la reconnaître aussi chez autrui. Le 4e point, le feu, le feu pour vaincre la colère, la haine, le conflit, la guerre et tout ça, c'est l'intégrité. La qualité, c'est l'intégrité.
intégrité, être intègre, ça veut dire être droit dans ses bottes, c'est-à-dire respecter, et droit dans ses bottes, ça veut pas dire se mettre en colère pour ses propres opinions, ça c'est le feu à l'envers, c'est le feu qui déclenche toutes les guerres, les agressions, c'est la capacité d'essayer de mettre tout le temps en accord ses paroles, ses pensées, ses actes, en respectant ce qu'on a dit au maximum, même si des fois ça nous pose problème, c'est pas facile, on va plus facilement se poser un problème à soi-même qu'aux autres, parce que on tient à respecter ses engagements et ce qu'on a dit, et voilà. Donc l'intégrité, pour être obtenue, est un peu la somme des trois autres, un peu l'humilité, la gentillesse ou la bonté et la sincérité. C'est en rassemblant un peu les trois à la fois qu'on peut apprendre à devenir quelqu'un d'intègre, quelqu'un sur qui on peut compter dans ses actes. Voilà. Je voulais finir par ces quatre qualités pour pas rester sur... Voilà, il y a donc des solutions à l'apocalypse, mais elles sont toutes intérieures. Elles sont toutes basées sur l'engagement dans des valeurs essentielles. Au centre de tout ça, c'est ce qu'on appelle la spirinauté, c'est-à-dire mettre en place de manière collective des micro-sociétés qui, en réseau, pourront changer de l'intérieur beaucoup de gens et qui changeront petit à petit les choses à l'extérieur, parce que pour l'instant, les révolutions violentes ne donneront plus de résultats nulle part, parce que les technologies totalitaires sont extrêmement en avance grâce à des gens comme Musk, comme Peter Thiel, tout ça, qui sont des espèces de visionnaires d'un futur fascisme, et on va devoir passer par leurs espèces de domination débile, extrêmement intelligente du point de vue HPI, quoi, mais extrêmement débile du point de vue de la conscience. C'est ce paradoxe pour nous apprendre à ne plus confondre le mental avec la conscience, tout simplement. Quand on cessera de confondre les deux, on commencera à voir qu'il y a des gens qui sont très très conscients et qui n'ont pas forcément un QI énorme, et puis qu'il y a des gens qui ont un QI énorme mais qui sont la plaie de la planète, et qui veulent construire des centres de données, des robots partout, et des centres de données dans l'espace. Voilà, et qui, par ailleurs, grâce à l'argent que ça collecte, finance tous les groupes d'extrême droite de toute la planète. Le fameux maître du monde actuel, notre grand Elon Musk. Voilà, et que certains prennent pour un libérateur de la parole, alors que la seule parole qui libère, c'est la parole fasciste, c'est tout. C'est celle qui l'intéresse. C'est pour ça qu'il se prétend libérateur de la parole. De même que Bolloré est un libérateur de la parole facho en France, avec ses news et tout ça. Ne nous laissez pas avoir avec des faux, voilà, avec des faux termes comme ça. Ces termes, c'est du fake, quoi. On dissimule par une belle formule, un beau discours, on dissimule en fait des intentions qui sont extrêmement perverses. Voilà, je vous laisse à réfléchir là-dessus, et puis on se retrouve peut-être pour la pleine lune, peut-être pas, ça dépend de ce que j'ai à faire. Voilà, en tout cas pour les nouvelles lunes, oui. Bonne continuation à tous, et surtout bonne méditation, et avec ce qu'il y a en bélier, on peut dire aussi bonne méditation. Ce qui est méditation étant la formule préférée ma formule préférée pour définir Proserpine, qui est quand même conjoint au maître d'ascendant pour la France en ce moment. Allez, bonne continuation à tous, et puis on se revoit pour le tout début juin, pour la prochaine, pour le tout début juin, pour la prochaine pleine lune, qui sera la pleine lune du Gémeaux. Au revoir à tous et merci de votre écoute.